Monsieur, ce garçon vivait avec moi à l'orphelinat. La voix tremblante de la femme de chambre rompit le silence doré du couloir du manoir. Ces mots restaient en suspendus dans l'air comme un écho obsédant, fragile, mais suffisamment puissant pour briser la sérénité que la richesse avait construite. Le milliardaire Ethan Moreira se retourna lentement, le regard fixé sur le vieux portrait accroché au-dessus de la cheminée en marbre. Le garçon sur le tableau, avec ses grands yeux innocents et son léger sourire, n'était pas seulement un inconnu du passé. Il était identique au frère qu'Ethan avait perdu il y a plus de 30 ans. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine, celle que provoque le souvenir lorsqu'il refait surface. La femme de chambre, qui s'appelait Amara, une femme noire discrète qui avait commencé à travailler dans la propriété seulement 2 semaines auparavant, se tenait debout, tremblante, les mains agrippées au bord de son tablier, comme pour se retenir. Je le connaissais, murmura-t-elle, la voix brisée par le poids du souvenir. À l'orphelinat, nous l'appelions Daniel. Il ne parlait jamais de sa famille, mais il disait qu'il avait un frère aîné, un frère qu'il l'appelait mon petit champion. Ethan eut le souffle coupé. L'air semblait s'épaissir, le temps se repliait sur lui-même tandis que les échos des rires de son enfance et les notes de piano de sa mère lui revenaient en mémoire. Pendant des années, il avait enfoui sa douleur, prétendant que le succès pourrait combler le vide laissé par l'enlèvement de son frère. Mais maintenant, alors que les mots d'Amara se déposaient comme de la poussière sur son cœur, Ethan comprit que ce n'était pas une coïncidence. Le passé l'avait retrouvé dans la voix d'une femme qui se souvenait de ce que le monde avait choisi d'oublier. Le regard d'Ethan s'attarda sur le portrait longtemps après que les mots d'Amara se furent évanouis dans le silence. Les yeux peints du garçon semblaient le suivre, accusateurs, suppliants, se souvenant. Pendant 30 ans, Ethan avait vécu avec ce même regard gravé dans son âme. Son jeune frère, Leo, avait disparu alors qu'il n'avait que 4 ans, enlevé un dimanche matin ensoleillé dans le parc de la ville. Ethan se souvenait encore du cri, celui qui avait déchiré la gorge de leur mère lorsqu'elle avait réalisé que son bébé avait disparu. Leur famille avait autrefois été parfaite. Son père, un avocat à l'esprit vif et au cœur tendre. Sa mère, une douce professeure de musique qui remplissait la maison de musique et d'odeurs de thé au jasmin. Puis Léo avait disparu, et tout ce qui était beau dans leur monde s'était tu. Les recherches avaient duré des mois. Sirènes de police, gros titres dans les journaux, interviews qui se transformaient en murmures, puis en silence. L'affaire avait été classée, la piste avait disparu, et avec elle la chaleur de leur famille. Sa mère s'était lentement fanée, ses mains flottant toujours au-dessus des touches d'un piano qui ne produisait plus aucun son. Son père s'est enfoui dans le travail, son amour pour la justice devenant fragile et vide. Et Ethan, qui n'avait que 8 ans à l'époque, s'est retrouvé avec une promesse qu'il avait murmurée au vent. « Je te retrouverai, Léo. Je te jure que je te ramènerai à la maison. » Mais les promesses faites dans l'enfance ont la cruelle tendance à devenir des fantômes. Au fil des années, Ethan a construit des murs, d'abord avec son ambition, puis avec sa fortune. Il devint un homme dont le nom ouvrait les portes et faisait taire les salles. Pourtant, en lui, il y avait toujours cette petite voix tremblante d'un garçon appelant son frère. Et maintenant, il se tenait là, dans le couloir résonnant de son manoir, monument à tout ce qu'il avait accompli et à tout ce qu'il avait perdu. Les lustres en or, les sols en marbre, le vaste vide, tout cela se moquait de lui par sa perfection. Aucune richesse ne pouvait effacer le son des sanglots de sa mère ou le poids d'une chaise vide à la table familiale. Mara l'observait depuis le seuil de la porte. Ses yeux étaient remplis d'une émotion qu'Ethan n'avait pas vue depuis des années, une empathie qui n'était pas de la pitié. Elle semblait comprendre sans mots que sa fortune n'était pas bâtie sur le triomphe, mais sur un chagrin déguisé en succès. « Certaines pertes, dit-elle doucement, presque comme si elle se parlait à elle-même, ne s'estompent pas avec le temps. Elles apprennent simplement à porter des costumes. » Ethan se tourna vers elle, les coins de sa bouche se crispant alors qu'il expirait. Ces mots l'avaient touché plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pour la première fois depuis des décennies, la forteresse qui entourait son cœur se fissura, et à travers elle, l'écho faible d'une note de piano sembla revenir, tremblant et inachevé, comme un souvenir attendant d'être rejoué. Le lendemain matin, Ethan trouva Amara debout une fois de plus sous le portrait. Ses mains sombres étaient jointes devant son tablier, ses yeux brillaient d'un éclat entre la peur et la foi.
La lumière hivernale filtrait à travers les hautes fenêtres, peignant son visage d'une douce couleur dorée, tandis qu'elle parlait, la voix tremblante comme une confession longtemps gardée dans l'ombre. Monsieur, le garçon sur cette photo, commença-t-elle doucement. Je le connaissais sous un autre nom. Nous l'appelions Daniel. Il a vécu avec moi à l'orphelinat Sysant jusqu'à l'âge de 14 ans. Ethan s'immobilisa au milieu de son pas. Le bruit de son cœur remplissait le silence entre eux. Daniel, répéta-t-il, comme pour tester le mot contre sa mémoire. Amara acquiesça. Il disait qu'il avait été enlevé à une famille riche, que son frère l'appelait mon petit champion. Personne ne le croyait. Il disait que c'était un rêve inventé par un enfant pour survivre. Mais moi, dit-elle d'une voix brisée, je le croyais. Ethan eut la gorge serrée. Les mots « mon petit champion » le frappèrent comme un éclair à travers le brouillard des années. C'était ainsi qu'il appelait Léo chaque fois qu'il jouait au football dans le jardin. Ses genoux fléchirent et il s'agrippa au bord d'une chaise voisine tandis que les murs autour de lui semblaient s'estomper dans ses souvenirs. « Que lui est-il arrivé ?» murmura-t-il. Amara déglutit péniblement. Il a été amené à l'orphelinat à l'âge de 6 ans. Ils ont dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture, qu'il n'avait pas de famille, mais il n'a jamais cessé de dessiner cette même maison, ce même piano. Il disait qu'un jour, son frère le retrouverait. Ces mots tombèrent comme des gouttes de pluie sur un cœur desséché. Ethan avait tout vu. La main tremblante du garçon tenant un crayon, dessinant une maison dont il se souvenait à peine, murmurant un nom auquel personne ne croyait. Il était là, si proche, caché à la vue de tous, tandis que le monde continuait de tourner. Les yeux d'Amara se remplirent de larmes. Puis, un jour, il disparut. Après une bagarre à l'orphelinat, il s'enfuit. Nous le cherchâmes pendant des semaines, mais il avait disparu. Ethan respirait superficiellement, la douleur dans sa poitrine était désormais insupportable. Il se tourna à nouveau vers le portrait, traçant le contour du visage du garçon avec des doigts tremblants. Toutes ces années, murmura-t-il, il était vivant. Il attendait. Amara s'approcha, sa voix se brisant en un murmure. Parfois, monsieur, le passé ne meurt pas. Il se cache simplement jusqu'à ce que quelqu'un soit assez courageux pour le regarder. Ethan ferma les yeux et, pour la première fois depuis des décennies, le poids de l'espoir revint, fragile, tremblant, mais vivant comme un faible battement de cœur sous la poussière des années oubliées. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas. Le manoir, habituellement silencieux et ordonné, semblait hanté par des échos. Il ne pouvait plus ignorer le rire d'un enfant, le cliquetis des touches du piano, le bruissement de la robe en soie de sa mère alors qu'elle murmurait le nom de Léo dans l'obscurité. Il errait de pièce en pièce, cherchant non pas du réconfort, mais des traces du garçon qui avait autrefois rempli leur maison de joie. Chaque photo, chaque ombre semblait poser la même question. Pourquoi n'as-tu pas continué à chercher? À l'aube, il prit sa décision. Lorsque Amara arriva ce matin-là, elle trouva Ethan debout près du grand escalier, son manteau à la main, le visage marqué par la détermination. « Nous allons à Salvente, » dit-il simplement. « Si Daniel était là-bas, je dois le voir. » Ils roulèrent pendant des heures à travers la campagne jusqu'à ce que la route se rétrécisse pour devenir un chemin sinueux bordé de jacarandas. L'orphelinat se trouvait au bout, fatigué et gris, ses murs fissurés par le temps, mais conservant encore les échos des rires des enfants disparus depuis longtemps. Une religieuse âgée ouvrit la porte, son nom brodé sur une étiquette défraîchie. Sœur Magdalena, quand Ethan lui montra le portrait, son visage pâlit. « Mon Dieu, murmura-t-elle, c'est Daniel. Je me souviens de lui. Un garçon calme, toujours en train de dessiner, toujours en train d'attendre près du portail au coucher du soleil. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit la photo. Il nous disait souvent que quelqu'un viendrait le chercher. Nous pensions que c'était juste un fantasme. La voix d'Ethan était à peine stable. « Savez-vous comment il est arrivé ici? » La religieuse hésita. Il a été amené par une femme qui prétendait être une assistante sociale. Elle avait des documents, un certificat de naissance, les actes de décès de ses parents. Tout semblait officiel. Elle marqua une pause, le visage empreint de honte. Mais les papiers étaient faux. Nous l'avons appris trop tard. Un frisson glacial parcourut Ethan. Toutes les questions sans réponse, les impasses, le silence s'alignèrent soudainement pour former une cruelle vérité. Léo n'avait pas disparu dans le néant.
Il avait été caché derrière de faux papiers, perdu dans un système qui n'avait jamais cherché à en savoir plus. Amara se tenait à côté de lui, les yeux brillants. Il était ici, Ethan, si proche pendant toutes ces années, dit-il en serrant les mâchoires, la voix brisée. Ils nous l'ont enlevé et le monde a continué à tourner, dit sœur Magdalena en posant sa main fragile sur la sienne. Parfois, dit-elle doucement, la grâce nous donne une dernière chance de retrouver ce qui nous a été volé. Ethan regarda par la fenêtre de l'orphelinat où la lumière du matin perçait à travers les nuages. Pour la première fois, il sentit cette chance remuer en lui. Une promesse renaître. La recherche n'était plus une question de conclusion. C'était une question de rédemption. Sœur Magdalena les conduisit à travers un couloir étroit qui sentait vaguement la poussière et les vieilles prières. Le sol craquait sous leurs pas tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres fissurées, illuminant les fresques défraîchies peintes par des enfants disparus depuis longtemps. Quand ils arrivèrent dans son petit bureau, elle ouvrit un tiroir et en sortit avec précaution un dossier en cuir usé. « Il a laissé quelque chose derrière lui », dit-elle d'une voix tremblante de révérence. À l'intérieur du dossier se trouvait une seule feuille de papier jaunie, froissée, fragile et tremblante entre ses mains, comme si elle avait son propre cœur. Ethan la prit avec des doigts tremblants. Quand il la déplia, le temps sembla s'arrêter. Le dessin était simple, presque enfantin, mais incroyablement familier. Une grande maison avec du lierre grimpant sur ses murs, un piano près d'une fenêtre ensoleillée et deux garçons se tenant la main dans le jardin. En dessous, écrites en lettres irrégulières et innocentes, se trouvaient les mots « Je m'appelle Léo Moreira. Un jour, mon frère me trouvera. » La pièce devint silencieuse. Ethan fixait la page comme si elle pouvait respirer. Sa gorge se serra, sa vision se brouilla. L'air autour de lui s'épaissit de souvenirs. Le rire de sa mère lorsqu'elle apprenait à Léo à jouer du piano. Son père les soulevant tous les deux dans les airs, promettant que le monde ne pourrait jamais les séparer. Pourtant, c'était arrivé. Amara pressa une main tremblante contre sa bouche, des larmes coulant sur ses joues sombres. « Il a dessiné ta maison, » murmura-t-elle. « Il ne t'a jamais oublié. » Les genoux d'Ethan faillirent se dérober sous lui. Il s'effondra sur une chaise, serrant le papier contre sa poitrine, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. « Il était vivant, » murmura-t-il. Il se souvenait. Il avait continué à attendre. Pendant un moment, tous trois restèrent assis en silence, le milliardaire, la femme de chambre et la religieuse, liés par la foi d'un enfant qui avait survécu à la cruauté du monde. Sœur Magdalena s'essuya les yeux. Il a dit qu'il donnerait ceci à la personne qui viendrait le chercher. Il croyait que son frère trouverait le chemin. Ethan leva les yeux, le visage pâle mais résolu. « Alors c'est exactement ce que je vais faire, » dit-il d'une voix brisée mais pleine de fougue. « Je le trouverai, peu importe le temps que cela prendra. » Il plia soigneusement le dessin comme s'il s'agissait d'un texte sacré et le glissa dans la poche de son manteau. Le papier était léger, mais il avait l'impression de porter le poids d'une promesse enfin exaucée. En sortant à la lumière du soleil, Ethan pouvait presque entendre une faible mélodie de piano flotter dans le vent, inachevée, attendant sa dernière note. Ce soir-là, de retour au manoir, Ethan plaça le fragile dessin à côté du vieux portrait de Léo. Les deux images, l'une née de l'art, l'autre du souvenir, semblaient se faire face à travers les décennies, murmurant la vérité que le monde avait tenté d'enterrer. Pendant des heures, il resta assis devant elle en silence, son esprit résonnant de la même pensée. Il était là. Il était vivant et je n'ai pas réussi à le trouver. Mais le chagrin, lorsqu'il rencontre l'amour, peut se transformer en détermination. Le lendemain matin, Ethan passa à l'action. Il contacta des détectives privés, passa au crible les archives publiques et rouvrit tous les dossiers que la police avait clos depuis longtemps. Il appela Amara dans son bureau, étalant sur la table des documents, des cartes, des papiers d'adoption, des certificats de décès, tous truffés d'incohérences. Tous les indices menaient à une impasse, murmura-t-il, épuisé, adoucissant sa voix. Amara, debout à ses côtés, examina l'un des dossiers de l'orphelinat. « Pas à une impasse, dit-elle doucement, mais pas assez loin pour l'instant. » Sa certitude tranquille lui donna de la force. Ensemble, ils suivirent une série de dates et de noms qui formaient une carte floue à travers le pays. Finalement, une piste émergea, un dossier hospitalier datant d'il y a plusieurs années, au nom de Daniel Lucas Moreira,
âgé de 17 ans, admis après avoir été retrouvé blessé sur une route déserte. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Ils roulèrent pendant des heures jusqu'à ce que les lumières de la ville s'estompent dans les collines tranquilles de Beau Horizonte. À l'hôpital, un vieux médecin fatigué les accueillit dans la salle des archives. Quand Ethan lui montra la photo de Léo, le médecin écarquilla les yeux. « Je me souviens de ce garçon, dit-il doucement. Calme, talentueux, toujours en train de dessiner. Il n'avait aucun souvenir de qui il était. Après s'être rétabli, il a dit qu'il devait se rendre dans un ancien orphelinat à Sao Vicente. Puis, il a disparu. Ethan sentit le monde basculer sous ses pieds. Il y était retourné. Il murmura ces mots comme une prière. Il est revenu pour nous retrouver. Ils retournèrent à Sao Vicente avant le lever du soleil. L'orphelinat était désormais vide, abandonné à la mousse et au silence. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné des fantômes des rires et des pertes passées. Alors qu'il pénétrait dans le dortoir en ruine, Amara se figea, le regard fixé sur un mur couvert de gribouillis effacés. « Ethan » souffla-t-elle. Il se retourna, et c'était bien là. Au milieu des marques effacées, une phrase ressortait clairement, écrite d'une main tremblante d'enfant. « Je suis revenu, mais personne ne m'attendait. » Ces mots frappèrent Ethan comme une lame de chagrin. Il appuya sa paume contre le mur, tremblant. « Il était là, murmura-t-il. Il est rentré à la maison et nous n'étions pas là. » Les larmes d'Amara coulaient silencieusement. « Mais tu es là maintenant, dit-elle. Et alors que les premières lueurs de l'aube se déversaient à travers les fenêtres brisées, Ethan jura au silence que cette fois, il ne laisserait pas son frère disparaître à nouveau dans l'histoire. Pendant des jours après avoir trouvé le message sur le mur, Ethan ne put dormir. Les mots « je suis revenu, mais personne ne m'attendait » résonnaient dans sa tête comme une blessure qui refusait de se refermer. Il le suivait dans chaque pièce du manoir, à chaque battement de cœur. Chaque fois qu'il regardait la chaise vide à côté du piano, il imaginait Léo assis là, ses petites mains posées sur les touches, attendant un frère qui ne venait jamais. Mais le chagrin ne suffisait plus. Ethan passa à l'action. Il engagea une équipe d'enquêteurs internationaux qui passèrent au crible des décennies de dossiers perdus et de tombes anonymes, recherchant tous les Daniel, tous les orphelins qui avaient disparu du système. Pendant des mois, les recherches n'aboutirent qu'à des impasses, jusqu'à ce qu'un soir, un appel vienne rompre le silence. Monsieur Moreira, l'enquêteur principal, déclara « Nous avons trouvé un dossier. Un homme nommé Lucas Daniel Moreira avait été admis dans un refuge à Minas il y a 15 ans. C'était un artiste de rue qui avait l'habitude de peindre des portraits d'enfants. Les habitants l'appelaient le peintre silencieux. Ethan eut le souffle coupé. Le monde semblait ralentir autour de lui, dans la petite ville montagneuse de Serra Azul, où il vit toujours, dit-on. En quelques heures, Ethan et Amara étaient sur la route, leur voiture fendant la campagne brumeuse comme un élan du destin. À leur arrivée, la ville était animée de couleurs, un petit marché rempli de rires, l'odeur du café torréfié, le bourdonnement de la vie. Puis Amara s'arrêta de marcher. « Ethan, murmura-t-elle, la voix tremblante. Regarde, sous un auvent rayé, un homme était assis devant un chevalet et peignait le portrait d'une petite fille. Ses vêtements étaient peignés, sa barbe courte, son regard concentré et calme, mais il y avait quelque chose d'inconfondable dans son visage, la courbe de sa mâchoire, la douceur de son regard. Le corps d'Ethan se figea. C'est lui. Amara s'approcha la première. Sa voix n'était qu'un souffle. « Daniel. » L'homme leva les yeux. Une lueur de confusion traversa son regard avant que la reconnaissance ne commence à apparaître, comme la lumière du soleil perçant les nuages. « Amara, » murmura-t-il. Puis son regard se porta sur Ethan. Le monde sembla s'arrêter. Ethan s'avança, la voix brisée par le poids de 30 ans, Léo. Les mains de l'homme tremblaient, tandis qu'Ethan sortait un dessin plié de la poche de son manteau, le même que celui de l'orphelinat, désormais fané par le temps. « Tu te souviens de ça? » Lorsque Léo posa les yeux dessus, quelque chose en lui se brisa. Des larmes coulèrent sur son visage. « Je rêvais de cette maison, de ce piano. » Il pressa une main tremblante contre sa poitrine. « Et de toi. » La voix d'Ethan tremblait lorsqu'il tendit la main vers lui. « Tu es chez toi maintenant, petit champion. » Et là, au milieu de la place animée, deux hommes adultes tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Des frères séparés par le destin,
réunis par la foi et guéris par un amour qui avait refusé de mourir. La foule s'arrêta, observant en silence comme si elle assistait à un miracle que le temps lui-même avait attendu pour accomplir. Le lendemain matin, la lumière du soleil pénétrait doucement par les hautes fenêtres du manoir Morera, baignant les couloirs autrefois silencieux d'une chaleur dorée qu'ils n'avaient pas connue depuis des décennies. Pendant des années, ces murs avaient résonné d'absence. Mais maintenant, ils résonnaient de rire, fragiles au début, comme quelque chose de nouvellement né. Léo se déplaçait lentement dans les couloirs, ses doigts s'effleurant le bois poli, s'arrêtant pour étudier les photographies encadrées d'une enfance dont il se souvenait à peine. Chaque visage, chaque coin familier semblait déverrouiller un souvenir longtemps enfoui sous les décombres de la douleur. Amara le suivait silencieusement, le regardant s'arrêter devant le piano de sa mère, intact depuis 30 ans. La poussière scintillait à la lumière du soleil lorsque Léo souleva le couvercle et appuya sur une seule touche. La note trembla dans l'air, brute et belle, comme une voix retrouvant son chemin après une vie de silence. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux humides. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il doucement. Léo sourit faiblement. « Pas avec mon esprit, murmura-t-il, mais mon cœur n'a jamais oublié. » Au cours des jours suivants, ils tentèrent de combler les années qui leur avaient été volées. Les nuits s'étiraient, longues et remplies de conversations, certains mots prononcés, d'autres partagés à travers des regards silencieux. Léo parla de l'orphelinat, des gentilles religieuses, de la faim et du froid, de la douleur de l'attente. Ethan lui raconta sa recherche sans fin, sa culpabilité et le serment qui l'avait maintenu en vie. Amara s'assit avec eux, sa présence douce et constante servant de pont entre leur passé brisé et leur présent en voie de guérison. Un après-midi, alors qu'Ethan triait de vieilles lettres de famille, il trouva une enveloppe dont le papier était jauni et ramolli. L'écriture de sa mère était calligraphiée sur le devant. « Pour mes fils, si un jour vous êtes à nouveau réunis. » Les mains tremblantes, il l'ouvrit. « Si le destin ramène un jour Léo, avait-elle écrit, dis-lui que le piano l'attend toujours. Dis-lui que l'amour n'oublie jamais. » Ethan passa la lettre à son frère. Les larmes de Léo coulaient librement, scintillant sur le papier fragile. Elle savait qu'il murmurait. Cette nuit-là, les deux frères s'assirent devant le piano. Ethan joua les premières notes du nocturne de Schopenhauer préféré de leur mère, hésitant, imparfait. Puis Léo se joignit à lui, incertain mais plein de nostalgie. La mélodie s'éleva et emplit la maison, se faufilant à travers les poutres jusqu'au jardin, emportant avec elle tous les mots qu'il n'avait jamais pu prononcer. Amara se tenait près de la porte, les larmes brillant sous son sourire. Pour la première fois en 30 ans, la maison n'était plus hantée par la perte. Elle était à nouveau vivante, remplie de souvenirs, de pardon et du son discret de l'amour qui retrouvait son chemin. Les jours se transformèrent en semaines et, pour la première fois depuis des décennies, le manoir Morera recommença à ressembler à un foyer. Pourtant, sous la joie des retrouvailles, Ethan sentait qu'il restait une dernière vérité non dite, une pièce manquante dans l'histoire de la disparition de son frère. La question le hantait tard dans la nuit. Qui avait volé la vie de Léo et pourquoi? Il trouva la réponse un après-midi en triant une boîte de vieux rapports de police et de documents d'orphelinat. Enterré parmi les papiers défraîchis se trouvait un nom. Teresa Varr, la femme qui avait livré Léo à l'orphelinat avec de faux documents. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait les notes griffonnées dans la marge. Ancienne infirmière dans des hôpitaux privés, licenciée pour suspicion de trafic d'enfants. Ethan eut le cœur serré. Pendant 30 ans, la justice avait été ensevelie sous la bureaucratie et l'indifférence. Il aurait pu se venger. Le milliardaire en lui en avait les moyens, le pouvoir. Mais en regardant le jardin où Léo dessinait tranquillement sous le soleil de l'après-midi, il sentit une autre conviction s'enraciner en lui. La vengeance ne les guérirait pas. La rédemption, peut-être. Ce soir-là, Ethan s'assit avec Amara et Léo dans le bureau, le doux crépitement de la cheminée enveloppant leur silence de chaleur. « J'ai trouvé la femme qui t'a enlevé, » dit-il finalement, d'une voix calme mais ferme. Léo leva les yeux. Son expression n'était ni de colère ni de peur, juste de fatigue, comme si le poids de cette connaissance l'avait déjà trop longtemps accablé. « Que vas-tu faire ?» demanda Amara doucement. Ethan fixa les flammes. « Rien, le passé l'a déjà puni. Ce qui compte maintenant,
C'est ce que nous faisons du temps qu'il nous reste. De cette décision naquit quelque chose de plus grand que tous. En quelques mois, Athènes créa la fondation Helena, du nom de leur mère. Sa mission était de retrouver les enfants disparus, de soutenir les orphelinats et de réunir les familles déchirées par la négligence et la cupidité. Léo dessina lui-même le logo, une image simple et magnifique de deux garçons se tenant la main devant un piano, le soleil brillant derrière eux. Lors de l'inauguration de la fondation, la salle était remplie de journalistes, de travailleurs sociaux et de familles qui avaient autrefois ressenti le même vide qu'Ethan et Léo connaissaient trop bien. Debout sur la scène, Ethan prit la parole d'une voix tremblante. Cette histoire a commencé par une promesse. Un frère qui a juré de retrouver l'autre et une femme dont le cœur a gardé ce souvenir vivant. Aujourd'hui, nous transformons la douleur en objectif. Léo s'avança et posa une main sur l'épaule d'Ethan. L'amour nous a trouvés, dit-il doucement, même après que le monde ait tenté de nous l'enlever. Au premier rang, Amara pleurait silencieusement, le cœur rempli d'émotion. Alors que les applaudissements retentissaient dans la salle, Ethan regarda le tableau représentant deux garçons derrière eux, les mêmes visages qui avaient autrefois été séparés par le temps. Maintenant réunis dans l'espoir, ils semblaient sourire comme pour dire que la musique avait enfin trouvé sa fin. Lorsque les applaudissements s'éteignirent et que la foule se dispersa lentement, Ethan resta seul dans la grande salle, le regard posé sur le portrait qui avait tout déclenché. Le garçon aux yeux innocents, symbole de tout ce qu'il avait perdu, et finalement retrouvé. Ce même portrait était désormais accroché à côté du dernier tableau de Léo. Deux frères debout devant un piano, les mains jointes, le soleil illuminant leurs visages. Pour la première fois de sa vie, Ethan ne ressentait ni vide, ni écho de culpabilité, seulement la paix. Léo le rejoignit silencieusement. C'est étrange, dit-il en souriant à travers ses larmes. Après tout ce qui nous a été enlevé, on dirait que l'univers attendait simplement que nous retrouvions notre chemin. Ethan acquiesça, la voix basse. Peut-être que l'amour ne disparaît pas, Léo. Il attend simplement le moment où nous sommes prêts à nous en souvenir. Derrière eux, Amara observait en silence, le cœur rempli d'émotion. À ses yeux, leur retrouvaille n'était pas seulement la fin d'une histoire. C'était le début de la guérison pour tous ceux qui avaient perdu quelqu'un et osé continuer à croire. Le piano dans le coin brillait sous la douce lumière. Quand Ethan appuya sur les touches, la mélodie s'éleva, douce, indulgente, éternelle. Le manoir, autrefois monument de silence, chantait à nouveau la vie. Parfois, la vie nous sépare, afin que l'amour puisse nous enseigner ce qui compte vraiment. Ce n'est ni la richesse, ni le pouvoir, mais le courage de pardonner, de chercher et de croire que le temps ne peut enterrer un amour destiné à revenir. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner, car d'autres histoires d'amour, de perte et de rédemption vous attendent pour vous rappeler que même dans le silence, le cœur ne cesse jamais de se souvenir.